Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Aujourd'hui, ce dimanche matin, nous allons parler avec vous de mon portefeuille personnel. Je vais vous ouvrir toutes les positions que j'ai actuellement dans mon portefeuille, quelles sont les dernières transactions que j'ai faites entre ma dernière vidéo le mois dernier et aujourd'hui. Donc je vais tout vous dire, je vais être 100% transparent comme d'habitude. Et pour me remercier pour cette transparence, je vous demande de bien vouloir me mettre en like ou en dislike si vous n'aimez pas mes vidéos avec un petit commentaire. Et évidemment, inscrire à la chaîne Mind de Cash si ça vous plaît. Si ça vous adorez la chaîne Mind de Cash, vous pouvez faire une petite geste et soutenir la Mind de Cash en faisant une petite donation sur le lien PayPal que vous allez trouver dans la description de cette vidéo. Donc, je vais faire un petit peu du blablabla traditionnel de début de la vidéo où je parle un peu de la situation actuelle, de la macroéconomie où nous sommes actuellement. Donc, tout a changé en fait depuis la dernière vidéo qui était enregistrée début novembre parce qu'il y a deux mondes, avant le vaccin de Pfizer et après le vaccin de Pfizer. Donc ma dernière vidéo, elle était enregistrée dans des circonstances complètement différentes parce que on n'avait pas de visibilité et aujourd'hui nous avons la visibilité. Et comme je vous dis souvent dans mes vidéos, c'est que ce que le marché a peur, c'est la manque de visibilité, c'est la manque de certitude. Donc Pfizer a redonné cette certitude au marché, même si les choses vont mal, même si on ne sait pas quand est-ce que nous serons vaccinés. Bon, il y a tout un tas de discussions autour de la efficacité de ces vaccins, parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les débats, je pense que vous le savez de toute façon. Donc, mais en tout cas, pour les marchés, ce risque des vaccins, il est en train de disparaître. Donc, il a déjà disparu presque avant l'annonce de Pfizer, parce que visiblement, il y a eu des anticipations qu'on va enfin la trouver. Donc, on n'a jamais vraiment pricé la situation fondamentale économique actuelle. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve hallucinant dans cette situation-là, c'est que entre le moment quand nous sommes rentrés dans le premier confinement et aujourd'hui, il y a eu une chute, effectivement, mais on ne pouvait pas imaginer qu'on va vivre un cycle en V. Bon, certains peut-être ont prévu, mais ce n'était pas mon avis. Moi, je suis très honnête dans ce que je dis. Je ne veux pas vous dire ce que j'avais raison, j'ai anticipé quand je ne l'ai pas anticipé. Donc non, moi, je ne pensais pas que ça sera une remontée en cycle en V, parce que moi, je croyais que les marchés vont quand même être sensibles aux fondamentaux économiques réels, mais finalement non, ils ne sont pas sensibles, les marchés continuent à être sensibles, et j'ai l'impression encore plus uniquement aux injections monétaires, et même, je dirais, les mauvaises nouvelles, c'est des bonnes nouvelles pour le marché, parce que si on a des problèmes, cela veut dire qu'on n'aura plus des injections monétaires. Donc, en tout cas, on vit vraiment dans le monde parfait cette fin d'année. Donc, je ne sais pas s'il y aura le rallye de la fin d'année ou le rallye déjà a eu lieu, parce que j'ai l'impression qu'on vit que des rallyes depuis plusieurs mois. Et donc, mais en tout cas, on vit dans un monde de bisounours aujourd'hui. Le marché n'anticipe aucune mauvaise nouvelle, mais souvent, c'est dans ces circonstances-là qu'il y a des retournements paradoxalement. Mais encore une fois, c'est très difficile de prévoir quand est-ce que ça va arriver. J'essaie de le faire dans mon playlist trading, les vidéos que je publie le mardi. Mais en tout cas, avec des succès, on va dire, variables. Donc, mais c'est très difficile de timer les marchés, c'est ce que je vous préviens dès le début. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, paradoxalement, malgré les problèmes économiques, les marchés sont au plus haut. Donc, quasiment tout mon portefeuille, vous allez le voir tout à l'heure, pas tout dans le vert, mais il est largement dans le vert. Donc, vraiment, c'est parfait. C'est un des meilleurs moments de l'histoire de mon portefeuille. Et en tout cas, du coup, pourtant, nous vivons une situation les problèmes économiques que nous n'avons pas vécu, en tout cas moi, ma génération, je pense, n'a jamais vécu. Donc c'est vraiment quelque chose, l'arrêt des économies. En fait, il y a le chômage qui va exploser, l'inflation, bon après, moi j'ai un avis particulier sur l'inflation, certains pensent que l'inflation va exploser, on verra comment ça va arriver, comment ça va se passer, pardon. Mais dans tous les cas, nous sommes, de point de vue fondamental, nous sommes dans un coup nu total. Pourtant, les marchés, le temps qu'il y a des injections monétaires, et il y a des injections monétaires aujourd'hui, les marchés sont tranquilles, donc nous pouvons investir. Et d'ailleurs, beaucoup m'ont posé des questions sur Airbnb, donc c'est l'IPO qui a eu lieu, donc je vais vous dire rapidement au début de cette vidéo, oui, Airbnb c'est une action qui m'intéresse. Par contre, évidemment, il est valorisé
plus que le double de ceux qu'ils ont espéré d'avoir au maximum là, en fait, pour le prix d'introduction. Parce que le prix d'introduction, bon, je sais plus exactement les chiffres honnêtement, mais aujourd'hui il est autour de 120 $. Et le prix d'introduction, je sais plus combien on était, corrigez-moi si je me trompe, au début c'était 47, si je me trompe pas, après ça a été remonté vers 60, donc bref, en tout cas c'était beaucoup moins que c'est valorisé aujourd'hui. Donc ma vision des marchés aujourd'hui, elle est simple en fait, c'est qu'il y a tant de liquidités qui sont dans le système financier, cette liquidité ne va pas dans l'économie réelle, et le moindre slot, on va dire, je sais pas comment dire ça en français, le moindre place pour investir qui apparaît, tout de suite l'argent va dedans, parce que Airbnb, évidemment, ça sera une valeur de qualité, donc évidemment il y aura de la croissance, peut-être que ça sera pas une croissance folle comme je sais pas, comme d'autres sociétés type je sais pas, type Facebook, type bon bref, les sociétés de croissance qu'on connaît, mais en tout cas ça sera une société de grande qualité, et évidemment les gros flux des capitaux s'est dirigé vers Airbnb, du coup je suis pas étonné que c'est comme ça. Donc acheter à ces prix-là, j'ai envie de dire, bon, évidemment, ça ne fait aucun sens, mais rien ne garantit que cette action ne va pas faire le même parcours comme Tesla. Tesla, il a encore moins de perspectives presque, j'ai envie de dire, que Airbnb. Mais bon, je peux me tromper, après je ne vais pas trop rentrer dans ce débat, mais en tout cas, moi j'investirais beaucoup plus, je me sens plus sereinement, on va dire, dans Airbnb que dans Tesla. Mais l'avantage concurrentiel d'Airbnb, il est présent, mais pour moi, il n'est pas incontestable. Vous voyez, donc c'est pas Facebook. Enfin, on ne peut pas le comparer au Facebook parce qu'il y a quand même des bookings, il y a aussi d'autres sites comme ça, et l'apparition de nouveaux concurrents n'est pas impossible pour Airbnb. Donc, c'est pas difficile de remettre en cause son avantage concurrentiel. C'est un peu ça que je veux dire. Donc, je veux avoir ce portefeuille, mais je veux avoir cette action dans mon portefeuille, mais il faut que ce soit valorisé correctement. Donc, en gros, il faut qu'il y ait une opportunité. Donc, si évidemment si ça revient vers 60, je doute, évidemment, je doute fort. Mais dans ce cas-là, je vais évidemment l'acheter. Mais au cours actuel, j'hésite. Soit je prends une petite position, une minuscule position, au cas où ça fasse le même parcours comme Tesla, ou bien je reste à l'écart. Bon, à voir. J'hésite encore, pour être honnête, sur cette valeur-là. Donc, parce que je sais qu'il y a certains abonnés aiment bien. Quand je dis les actions sur lesquelles j'hésite, parce que quand j'hésite d'acheter, souvent après ça s'envole. Donc je dis pas qu'il faut investir dans Airbnb, encore une fois, je suis pas responsable. Si vous l'achetez, moi je l'ai pas, en tout cas, vous allez le voir. Voilà, donc en gros, c'est ça. Donc comme je viens de vous dire, entre ma dernière vidéo, le début novembre, et aujourd'hui, le monde a changé. C'est clair, donc les valeurs value dans lesquelles j'ai investi récemment ont flambé en bourse. Donc il y a eu quelques prises de profit sur des valeurs purement Covid, on va dire. Et aujourd'hui, vraiment, tous les actifs tous les actifs qui étaient massacrés, maintenant, ils retrouvent un peu leurs cours normaux. En fait, est-ce que je dois me féliciter? Quel est mon sentiment aujourd'hui? Est-ce que je dois me féliciter avec ces gains boursiers? Je dirais pas. Pour deux raisons. Première raison, c'est que je sais que la vraie réelle raison de cette croissance boursière n'est pas saine. Donc cette hausse n'est pas saine pour moi, et donc du coup la hausse de mon portefeuille n'est pas saine. La question logique, pourquoi je ne vends pas? Je ne vends pas parce qu'en fait j'ai peur que la hausse continue. Je ne sais pas, en fait personne ne sait qu'est-ce que va se passer demain. Donc et je ne veux pas être obligé après de racheter les mêmes actions que j'avais dans le portefeuille encore plus chères qu'elles sont aujourd'hui. Donc nous vivons les moments qui sont exceptionnellement bizarres, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de prendre une décision de prise de profit, tandis que les marchés sont en train d'être gonflés avec des liquidités, donc c'est compliqué. Et la deuxième raison, que malgré que certains abonnés me conseillaient, j'ai été sous-investi dans des valeurs dites value. J'aime pas trop quand on utilise ça, parce qu'on applique ça à toutes les valeurs cycliques. Toutes les valeurs cycliques ne sont pas nécessairement value, mais en tout cas, j'étais exposé sur des sociétés de croissance, parce que c'est un peu ma philosophie d'investissement, je n'en regrette pas, mais j'étais sous-exposé sur des valeurs... sur des valeurs, on va dire, cycliques, plus de l'économie traditionnelle. Heureusement que j'ai eu le temps pour acheter dans mon portefeuille principal BP, qui a flambé évidemment. J'ai acheté aussi dans le portefeuille PEA, c'est une autre catégorie de portefeuille, du Total et du Robis qui ont flambé également, mais ça sera la vidéo la semaine prochaine. Donc, inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait pour être averti. Et petit rappel pour les likes, encore une fois, parce que c'est super important. Je suis désolé pour faire développer la chaîne, pour moi c'est super important. Ça coûte rien, donc du coup je suis un peu chiant par rapport à ça, je suis désolé.
Donc voilà. Donc en gros, parmi ces valeurs, on va dire de l'économie classique, en fait, j'ai presque que du BP en fait, c'est tout. Donc du coup, j'ai pas spécialement bénéficié beaucoup de cette augmentation de ce rebond. Par contre, j'en ai profité dans ma stratégie de trading que vous pouvez voir dans les vidéos du mardi. Donc là, parce que là, j'ai du Macy's, j'ai du Crédit Agricole. Bon, par contre, avec des produits plus complexes. En tout cas, je ne veux pas répéter ce que je dis le mardi. Je vous invite encore une fois à vous inscrire et suivre les autres catégories de vidéos. Voilà, donc maintenant, nous allons regarder déjà mes positions. Donc, je vais commencer d'en parler par les deux valeurs. Je ne veux pas faire un ordre aujourd'hui. Je vais parler d'Alterix et de Biogen. Parce que quand j'ai enregistré la dernière vidéo au mois de novembre, j'ai un peu triché. Mais j'étais pas conscient, je vous promets. En fait, quand j'ai enregistré cette vidéo, le jour même, ces actions ont chuté en bourse. Et ça, c'est des actions que moi j'aime beaucoup et je les ai toujours. Mon avis n'a pas changé, surtout pas. Pour Alteryx, pour moi, la baisse me laisse assez en fait, je suis assez étonné par rapport à la sanction que Alteryx a vécue. Donc, elle a baissé un jour de style 20%, quelque chose comme ça. Et parce que pourtant les résultats qu'ils ont publiés, il était très bon. Bon, après, il est affecté, ses clients en fait d'Alterix, qui fait tout ce qui est data analyse dans les clouds. Il était affecté par le Covid. Donc évidemment, ils ont une certaine baisse de chiffre d'affaires qui est tout à fait normale. Ça ne remet pas du tout en cause les perspectives excellentes de cette entreprise. Mais en tout cas, les sanctions sont très chères pour ces valeurs de croissance qui sont extrêmement valorisées. Et aujourd'hui, la situation économique est telle, c'est que l'irrationalité du marché, elle exige que les capitaux migrent en fait des valeurs de croissance qui étaient considérées comme des valeurs défensives pendant la crise de Covid vers des valeurs de l'économie traditionnelle qui étaient largement sous-valorisées. Donc du coup, je pense que j'ai mal géré cette partie-là. J'ai dû être exposé beaucoup plus. Vraiment, je peux pas me pardonner pour ne pas avoir acheté EasyJet cet été, parce que c'était plusieurs fois, je voulais vous en parler dans cette vidéo de EasyJet quand on était vraiment à 400 ou 500 pence, en fait, je sais plus, c'est en pence, c'est au côté, je crois. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a quasiment doublé, même plus que doublé, donc du coup, je regrette de ne pas avoir cette valeur dans le portefeuille. Mais en tout cas, moi, j'ai mal géré un petit peu cette partie-là, et donc du coup, comme je viens de vous dire déjà que je suis sous-exposé sur des valeurs traditionnelles, mais par contre l'argent donc du coup des sociétés style Alteryx et Biogen qui est une pharma biotech, ils sont en train de migrer vers les cycliques. Donc évidemment, Alteryx a du mal à repartir à la hausse, mais en tout cas, pour moi, il y en a. Si vous voulez mon avis, en fait, est-ce que souvent on me demande si je vends ou s'il faut acheter, si je me vends. En fait, je peux pas vous répondre à ce genre de questions. Déjà, je vous dis, je fais une réponse à tout le monde que je ne peux pas répondre aux questions s'il faut acheter ou il faut vendre. C'est typiquement d'ailleurs pour CRISPR, aussi qui a flambé littéralement encore une fois. Je ne sais pas s'il faut prendre les profits, ça dépend de votre propre stratégie. En fait, c'est vous qui vous devez savoir quand est-ce qu'il faut vendre ou quand est-ce qu'il faut acheter. Je ne peux pas vous répondre à ce genre de questions parce que ce portefeuille, encore une fois, j'ai oublié le disclaimer, c'est que c'est mon avis à moi. En fait, c'est le portefeuille adapté à ma propre vision, mon propre patrimoine, mes propres attentes, on va dire, en termes de performance. Donc, vous pouvez avoir complètement un autre avis. Donc, du coup, votre portefeuille doit refléter quelque part votre vision à vous qui n'est pas forcément la mienne. Donc, vous devez pas, en fait, surtout, il ne faut pas copier mon portefeuille. Il faut que vous développiez votre vision. Et l'objectif de mes vidéos, c'est de vous aider, en fait, dans la réflexion. Donc, quelles sont des bonnes questions à se poser? Et après, vous pouvez faire des conclusions qui sont complètement différentes. Donc, il y en a certains, je sais, qui préféraient largement les valeurs value, les valeurs de l'économie traditionnelle par rapport aux valeurs de croissance qui étaient considérées comme très gracieusement valorisées, on va dire, comme trop chères en gros. C'est juste, c'est totalement juste. Et si c'est votre approche, vous serez mieux, vous s'en sortirez mieux pendant cette période entre novembre et décembre que moi. Parce que moi, j'ai pas profité pleinement. Et donc, du coup, Alteryx, il a du mal à redémarrer parce que les flux financiers, maintenant, ils sont dirigés dans une autre direction. Pour Biogen, c'est autre chose. Parce que pour Biogen, c'était, je pense qu'il y avait probablement une manipulation. Bon, malheureusement, dans ce secteur de biotech, notamment, souvent, il y a des manipulations. Donc là, je vais vous montrer le graphique de Biogen. C'est vraiment impressionnant.
Donc voilà, vous voyez cette bougie verte et après la bougie rouge juste après. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu des rumeurs comme quoi ils auront une autorisation de FDA pour commercialisation de leur traitement contre la maladie Alzheimer, qui leur donnerait la place d'un premier créateur d'un médicament contre la maladie, pour le traitement de maladie Alzheimer. Donc, mais par contre, cette rumeur, elle a été démentie. Le jour d'après, en fait, la séance, quelques séances d'après, ça a été démenti. Et donc, du coup, l'action, elle est revenue à ces niveaux avant cette rumeur. Ça arrive malheureusement sur les biotech, il faut se préparer. Et quand moi, j'ai enregistré cette vidéo, on était là. Donc, du coup, j'étais en gros profit. Donc, du coup, ma vidéo précédente, elle est un petit peu biaisée en termes de reporting parce que je l'ai enregistré au moment un peu on va dire un peu trop optimiste. Dans tous les cas, en fait, cette discussion, ils n'ont pas eu le refus en fait pour ce médicament. En fait, cette décision, elle a été reportée pour le mars prochain, le mars 2021, pardon. Et finalement, donc du coup, il faut attendre encore. Mais en tout cas, Biogen, moi, j'ai renforcé cette position, ça c'est très important, je ne vais plus en revenir. Je veux dire tout de suite que j'ai renforcé la position Biogen parce que je trouve que cette entreprise, elle reste excellente du point de vue de ses fondamentaux et du point de vue du pipeline de ses produits. Donc pipeline pour les sociétés médicales, c'est la liste des produits qu'ils ont déjà en commercialisation et après les produits qui sont en train d'être, en fait, ils passent certaines phases, parce qu'il y a plusieurs phases de validation, et donc du coup, ils ont déjà beaucoup de produits qui sont déjà commercialisés, et ce sont des produits vraiment de grande nécessité. Cette société, elle est rentable, en fait, je vais vous montrer en fait ces chiffres. Ouais, vous voyez, donc selon tous les critères en fait de la santé financière, on est très bon. On est Altman Z-Score qui est à 4, donc vous pouvez trouver une vidéo sur ma chaîne qui explique ce que c'est. En fait, c'est un score qui permet d'évaluer une probabilité de faillite de l'entreprise. La profitabilité, elle est juste incroyable. Vraiment, on est proche au maximum. Et la valorisation, elle est très attractive. Donc du coup, pour moi, en fait, probablement l'année prochaine, il y aura encore des volatilités. Donc ça sera bon parce que là, vraiment, cette thématique d'Alzheimer, en fait, elle est très présente dans ce dossier. Cette société ne bénéficie pas de hype des vaccins, en fait. Donc du coup, elle ne va pas aller comme Moderna, etc. Donc du coup, effectivement, elle est laissée un petit peu à l'écart des news. Et c'est pour ça qu'elle subit vraiment, elle n'attire pas beaucoup d'intérêt des investisseurs. Mais en tout cas, les fondamentaux, pour moi, sont là. Donc la profitabilité est là, donc c'est une entreprise que moi je crois beaucoup, et c'est pour ça que je l'ai renforcée pendant cette période dans mon portefeuille. Voilà, donc je vous rappelle aussi que les biotech, il y en a deux catégories en fait. Il y en a celles qui ont déjà des produits commercialisés, comme Biogen notamment, et celles qui sont complètement, pas forcément des startups, mais qui sont en train de travailler sur une recherche très prometteuse, etc. Typiquement Moderna. En fait, Moderna, par exemple, c'est une thématique que Covid, parce qu'ils ont un seul produit, c'est un vaccin contre le Covid. Et en fait, le succès ou défaite de cette entreprise dépend de leur réussite de produire ce vaccin en temps et l'heure avec l'efficacité attendue. Donc du coup, votre cours de bourse, si par exemple demain il va aller sauter dans tous les sens, et si demain par exemple Moderna dit que genre leur vaccin, non, finalement ils ont un problème, donc du coup le cours va chuter de 50%. Et 50%, je suis encore gentil. Voilà, maintenant en parlant des biotech, pour finir sur ce sujet, je vais revenir vers ma pire performance de mon portefeuille. En fait, je ne vous ai pas montré les perfs. Voilà, ils sont là. Eps, voilà. J'espère que ça rentre. Ah non, ça rentre pas bien sur l'écran. Attendez, je vais juste ajuster un petit peu la présentation. Voilà, comme ça, vous devez voir mieux. Donc, je vais parler de Gilead. En fait, c'est qui ou Gilead, je sais pas comment ça se prononce. Donc ça, c'est la pire performance que j'ai acheté vraiment au mauvais moment, mais encore une fois, cette société, il a des produits déjà dans le pipeline, comme vous pouvez voir dans la description, mais par contre, c'était une thématique Covid, en fait. C'était vraiment parce qu'ils ont un produit qui s'appelle Remdesivir, qui est qui est pas mal critiqué. Donc ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent dans les commentaires que c'est une arnaque. Probablement, j'en sais rien. J'en sais rien si c'est une arnaque parce qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires qui tournent autour de Gilead tout le temps.
Une fois, ils ont dit que FDA allait accepter. Finalement, il dit qu'il n'est pas accepté. Donc, parce qu'en fait, si je suis allé récemment sur le Reuters, en fait, où il disait que quand on scrolle en fait la news sur Gilead, vous voyez tout de suite les articles qui sont complètement trop contradictoires. Une fois, ils disent que oui, une autre fois que non. Encore une fois, c'est probablement des manipulations de cours. Très très possible, mais ça existe malheureusement dans les biotech. Donc voilà, donc Gilead, c'est un dossier que moi je trouve quand même un peu louche, que j'ai dans mon portefeuille. Il est scotché vraiment au cours actuel. Donc là, quand j'étais en train de modifier les performances, donc il a bougé de 0,7% sur tout le mois. Donc du coup, il reste assez collé à ce niveau-là. Donc je n'ai pas renforcé tout ce qui est en vert. En fait, c'est ce que j'ai renforcé ce mois-ci. Je vais vous donner des précisions pourquoi. Et en tout cas, pour cette biotech, je n'ai pas de conviction comme pour Biogen. Donc du coup, je garde la position. Je n'ai pas envie de vendre, mais je n'ai pas envie non plus de la renforcer parce que en fait, il y a trop d'infos contradictoires. Il y a une autre info qui est passée sur Gilead, comme quoi ils ont fait une acquisition en Allemagne d'une société qui s'appelle MYR GmbH, donc là je ne le connaissais pas. En fait, j'ai regardé, c'est une entreprise qui produit des médicaments contre l'hépatite B et D, et donc c'est tout à fait la compétence de Gilead en fait, c'est tout à fait leur domaine. Donc du coup, ils font la croissance externe. Et visiblement, ça n'a pas donné l'impact sur le cours. Donc, généralement, quand l'entreprise annonce qu'il achète quelqu'un, du coup, le cours baisse. Donc, je m'attendais à une baisse d'action, mais finalement, ça n'a pas baissé beaucoup. Je ne sais pas, en fait. C'est un peu bizarre comme dossier. Donc, du coup, moi, je me méfie un petit peu de Gilead. Donc, je garde la position, mais elle n'est pas très grosse. Donc, du coup, je suis assez... je vais voir ce qui se passe, en tout cas. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que Gilead, il a acheté cette entreprise cash. C'est important. Donc, ils ont quand même versé 1 milliard et demi cash pour cette valeur-là. Donc, du coup, ils n'ont pas emprunté. Décision bizarre aussi pour moi, parce que avec les taux actuels, ils pourraient très bien emprunter. Pour moi, ce n'est pas nécessairement... Ça peut être considéré comme un signal comme quoi l'entreprise a beaucoup de cash, peut-être. Mais en même temps, avec les taux actuels, je ne vois pas quel est l'intérêt de ne pas emprunter. Donc, bizarre. Donc, du coup, je suis pas super méga confiant par rapport à cette valeur. Donc, Google n'a pas presque bougé ce mois-ci. Donc, encore une fois, la même raison, parce que aujourd'hui, les investisseurs veulent aller vers l'économie traditionnelle. Donc, du coup, Google, même l'entreprise que j'ai eu beaucoup de chance d'acheter en mars, donc là, il ne bouge presque pas, ne profite pas de cette hausse. Les autres positions que j'ai renforcées, en fait, je ne vous ai pas dit que j'ai vendu AT&T. Donc, ça, c'était une connerie que je fais il y a quelques mois. Donc j'ai attendu qu'il est revenu à l'équilibre, donc du coup j'ai profité de cette hausse des marchés et j'ai vendu cette daube en fait. En fait, ce que je vous dis, c'est que justement, petite précision, j'ai fait plusieurs vidéos sur les aristocrates des dividendes, et si vous les avez vus, si vous les avez pas vus, je vous invite de les voir, que j'ai un avis, on va dire... comment mieux dire ça en fait, c'est pas négatif, mais assez attentif, on va dire, assez réservé par rapport aux dividendes. Voilà, c'est réservé, c'est le mot que je cherchais. C'est que, et ça, c'est un aristocrate des dividendes. C'est un aristocrate des dividendes de pure souche, mais je l'ai vendu quand même. Parce que vous voyez, ça, c'est typiquement vraiment le cas d'aristocrate des dividendes où il n'y a pas de croissance. En fait, certes, il verse des dividendes monstrueux, mais il n'y a pas de croissance. Et donc, du coup, mais j'ai peur que l'action chute, par exemple à cause de sa dette énorme. Et ils maintiennent leurs dividendes parce qu'ils veulent que justement retenir ces investisseurs comme moi, mais dans mon cas, ils n'ont pas réussi. Mais certains investisseurs peuvent trouver alléchant le dividende qu'ils proposent, mais c'est pas les dividendes 100. Donc dans notre monde actuel, c'est pas le dividende 100 de payer genre 7-8%, c'est bizarre, c'est pas normal. Ça peut être normal pour les REITs, pour les foncières cotées qui sont structurellement... En fait, on peut comprendre pourquoi ils versent ces dividendes. Au cours actuel, les dividendes sont forts parce que les loyers qu'ils ont, on va dire, bookés pour l'année précédente, correspondent à la réalité du monde différente. Donc du coup, ils vont avoir un énorme gap des loyers pendant cette crise de Covid, quand les centres commerciaux, par exemple pour Unibail, pour Klépierre, ont été fermés. Et on peut comprendre pourquoi tout à coup le rendement il a monté. Donc, parce que, mais pour AT&T, c'est pas normal. Pour AT&T, ça veut dire s'ils versent un dividende comme ça veut dire qu'ils n'ont rien à proposer à ces investisseurs que du cash. Vous voyez, donc c'est quand même c'est vraiment un exemple, on va dire, by the book.
en cas d'école pour l'aristocrate de dividendes qu'il ne faut pas acheter. Donc moi je l'ai acheté parce que bon, je sais même pas pourquoi, parce que je n'avais pas d'idée en fait à un moment donné. J'ai voulu, on va dire, diversifier mon portefeuille avec des aristocrates de dividendes, mais finalement c'était une connerie. Je dis pas qu'il faut jamais, en fait il faut bien choisir les aristocrates de dividendes. Si c'est ça votre stratégie, qui n'est pas la pire, mais quand vous choisissez les aristocrates des dividendes, ne regardez pas uniquement les dividendes. Regardez aussi les perspectives de cette entreprise. Est-ce qu'il sera encore pendant 10 ans l'aristocrate des dividendes? Ça, c'est la bonne question à se poser. Voilà, donc je ne veux pas trop parler de ce sujet parce qu'il y a déjà plusieurs vidéos là-dessus. Donc, ensuite, et du coup j'ai vendu cette position, j'ai renforcé les autres. Donc du coup j'ai renforcé Cisco, donc là je ne vais pas en parler, j'en parle trop. J'ai pas renforcé Citrix, j'ai renforcé Unicure. En fait ça c'est vraiment un petit peu mon projet, comment dire, venture, parce que c'est typiquement une biotech qui n'est pas... qui n'a pas de chiffre d'affaires encore, c'est vraiment quasi start-up en fait, mais par contre ils ont des partenariats avec des grosses pharma et là cette action est en train de décoller parce que là elle est à plus 7, elle était à plus 15 il y a encore quelques jours, donc du coup moi je trouve que vraiment il a l'avenir assez intéressant. Peut-être ça ne sera pas comme CRISPR, parce que CRISPR c'est une autre histoire. Beaucoup me demandent encore une fois s'il faut le vendre, parce que là, le mois dernier quand j'ai enregistré la vidéo c'était à plus 54%, là on est déjà à 116%, et je crois que ça montait jusqu'à 125% juste à un moment donné. Donc est-ce que je vends? Non, je ne vends pas. Je ne vends pas parce que je l'ai acheté à très long terme. Je pense que vraiment ils sont en train de changer le monde avec leur technologie. Il y a beaucoup d'interrogations, on va dire presque éthiques par rapport à cette technologie CRISPR. Ceux qui sont intéressés parce qu'ils font regarder un documentaire sur Netflix qui s'appelle Unnatural Selection. Il existe en français, je crois aussi. Et vous allez voir en fait, parce que c'est vraiment la transformation des gènes en fait. Bon, c'est très, on va dire, c'est très sensible comme sujet honnêtement, parce qu'en gros on peut customiser un enfant, on va dire, c'est un peu, ça fait peur en fait parfois, même moi en fait. Mais en tout cas, moi je pense que si elle est bien utilisée, si elle est régulée, cette technologie, en fait, elle peut changer le monde. En fait, en tout cas, elle permet de traiter les maladies qui sont jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été considérées comme traitables. Je ne sais pas si on dit comme ça en français, je pense que oui. Voilà. Donc j'ai pas renforcé CRISPR, évidemment, je garde. Mais Unicure, j'ai renforcé. J'ai renforcé également Uber. Uber, ça c'était mon pari un peu sur des sociétés, les licornes en fait, qui ne gagnent rien. Mais finalement, là je vois qu'il est en train de décoller avec de nouveaux contrats avec la Californie, que je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Et là, c'est en train de se matérialiser. C'est devient maintenant une position assez costaud chez moi, chez Uber, parce que moi je pense que vraiment, là, vous voyez, contrairement à Airbnb, ils ont encore beaucoup de perspectives, je trouve qu'ils ont pas fait tout, loin de là. Mais Uber, ils ont un potentiel comparable à Amazon. C'est ça mon point. En fait, le fait qu'ils ne gagnent pas de l'argent et Airbnb ils gagnent, ça c'est vraiment un argument très fort en faveur de Airbnb. Mais quand même, ils ne gagnent pas de l'argent pour une bonne raison. Parce qu'en fait, l'implantation de leur business model coûte cher, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux, il y a beaucoup de négociations. En fait, on va dire, venir sur un marché pour Uber, c'est compliqué. Donc, mais une fois qu'ils sont installés, ils doivent devenir rentables à un moment donné. Donc, et en fait, c'est un framework. Il faut le voir comme un framework, parce que les taxis, il n'y a pas que ça. En fait, ça peut être pas que ça. Donc, déjà, il y a les Uber Eats, évidemment, mais ça peut pas que Uber Eats, que les taxis. Donc, on peut embarquer n'importe quel service presque. Vous voyez, donc, je sais pas, les femmes de ménage, par exemple, j'en sais rien. Tout est possible. Tout peut être embarqué, en gros, sur ce système. Donc du coup, je crois pas mal dans cette société, et du coup, mon investissement commence à faire ses preuves. Donc, et plus 19%, c'est déjà après que j'ai dilué ma position avec des actions qui sont plus chères. Parce que moi, je l'ai acheté beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, la première position, mais je l'ai dilué avec des actions qui sont plus chères. Donc du coup, mon gain par rapport au premier lot d'actions que j'ai acheté, il est plus important. Voilà. Et la dernière position que j'ai renforcée, c'était Roche Holding. Encore une fois, c'est pas une société hype parce qu'elle n'est pas exposée au sujet de Covid. Et là, ça devient ma plus grosse exposition de mon portefeuille. C'est la première ligne en termes de poids. Je vais vous montrer que c'est une action que j'achète tout le temps.
Et sur votre écran, vous pouvez voir pourquoi c'est juste une société incroyable. Donc, certains me posent des questions par rapport à Sanofi, parce que c'est une grande pharma, en fait, c'est pas une biotech. Mais en tout cas, c'est la pharma la plus rentable que j'ai trouvée en Europe. En fait, j'ai pas trouvé plus rentable que ça. Donc, j'ai comparé avec Novartis, qui était aussi suisse, en fait, qui était comparable. Mais ils sont plus rentables que Novartis, même. Et du coup, moi, j'ai préféré ça. Ils sont de loin plus rentables que Sanofi, largement. Donc c'est vraiment, il n'y a aucune comparaison. Donc du coup, Sanofi, j'aime pas. C'est pour ça, parmi les grandes pharma, c'est peut-être la seule que j'achèterai pas. Mais je dis pas que c'est une mauvaise entreprise. Le problème des sociétés françaises, plus en général, que moi je trouve, par rapport aux sociétés américaines surtout, et les sociétés suisses d'ailleurs aussi, parce que ça c'est quand même un marché hors européen, parce que c'est pas l'Union européenne. Donc le problème, c'est la rentabilité. En fait, j'ai du mal à trouver les mêmes rentabilités en Europe que je trouve sur les États-Unis. C'est pour ça, en fait, la question que vous me posez assez régulièrement, pourquoi j'investis peu en France, pour cette raison-là, justement, parce que quand je fais une analyse de marché des grandes formats mondiales, on va dire, parce que j'ai fait une sélection, toutes les formats qui étaient intéressantes étaient américaines. Et seule exception, c'était Roche. Et il y avait Merck aussi un petit peu, mais Merck elle était un peu chère au niveau de valorisation. Donc, mais Roche elle était plus rentable que Merck. Donc du coup j'étais très content de l'avoir acheté au début. Je l'ai acheté à 230 à peu près francs suisses. Aujourd'hui il est à 300, mais il est monté beaucoup plus. Là il a rebaissé en fait. Du coup j'ai profité. Je l'ai acheté vers 300. Le deuxième lot je l'ai acheté vers 300. Et donc du coup, maintenant, je l'ai dilué avec les actions plus chères et ma rentabilité précédente, elle a été un petit peu endommagée avec cette acquisition. Donc du coup, plus 5%, c'est pas... En fait, j'en ai beaucoup plus parce que j'ai porté cette position depuis mon ancien compte de bourse. Mais bon, on s'en fout. En tout cas, je dis ça, tout ça à titre indicatif. C'est pas vraiment une référence, je dis juste pour moi. Voilà, donc ensuite, Alteryx on avait parlé. British Petroleum, j'ai rien à dire en fait, c'est tout simplement ce que j'ai acheté, mais je l'ai acheté très bas, vous voyez, j'ai mis hold, donc je l'achète plus. Je crois pas au secteur, vous voyez, dans le secteur je ne crois pas, mais quelle que soit l'action, Exxon, Total, Chevron, BP, j'ai choisi les entreprises pétrolières qui sont les plus exposées aux énergies renouvelables. Pour moi, c'était les meilleurs, c'était British Petroleum, Total et Shell. Donc moi j'ai pris British Petroleum parce qu'ils ont investi de plus. Et Total, j'ai dans le portefeuille PEA que vous allez voir la semaine prochaine. Et la flambée juste avec cette histoire de vaccin. Donc maintenant, c'est typiquement valeur value. Et c'est pas étonnant que j'étais à moins 15% pour la dernière vidéo au début novembre. Maintenant, on est à plus 27%. Et c'est pas étonnant. SAP, voilà, SAP n'a rien fait pendant un mois, donc Biogène on a déjà vu. SAP c'est une conviction effectivement, conviction, il a beaucoup baissé, j'ai profité de cette baisse parce que c'est une société de qualité, mais je m'attends pas à une croissance, une explosion boursière pour SAP, parce qu'ils ont un produit. Bon, ils ont plusieurs produits, mais ils ont un produit dominant, on va dire, sur lequel ils ont des avantages concurrentiels extraordinaires. Et je pense que quand même, cette société ne va pas me décevoir. Et le nouveau participant de mon portefeuille, c'est Alibaba Group. Donc là, il ne faut pas la présenter. Donc ça, c'est l'Amazon chinois. Donc ils sont positionnés sur le retail e-commerce, sur le cloud computing et tout ce qui est positionné Amazon. Par contre, ici, il faut voir plusieurs choses. Trump elle est parti, donc Trump là, il ne sera plus président des États-Unis. Mais en tout cas, et ça c'est un truc que j'adore en fait, que les démocrates qui l'ont critiqué pendant tout le temps que pour la guerre commerciale avec la Chine, ils ont finalement trouvé pas mal l'idée de délister les sociétés chinoises. Et ce sujet n'a pas été enterré en fait avec l'arrivée de Biden. Et le sujet, il était suspendu, mais attention, parce que là, c'est pour ça que Alibaba, elle a baissé, parce que ce sujet, il était validé quelque part, mais par contre, il sera mis en œuvre probablement sous plein de conditions dans 3 ans seulement. Pendant ces 3 ans, déjà, ça sera la fin du mandat de Biden, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer d'ici là, non, on ne sait pas, donc cette décision reportée à 3 ans, donc pour moi, c'est une opportunité d'entrée. Parce que je ne pense pas que cette société elle est excellente, elle a vraiment le même potentiel, voire meilleur potentiel qu'Amazon. Mais en tout cas, le delisting, je pense que c'est plus la pression politique que les nouvelles autorités américaines vont mettre sur la Chine plutôt que vraiment une menace réelle. Mais après, je ne peux pas le savoir, je ne suis pas un expert en politique, mais en tout cas, pour moi, c'est plus ça qu'autre chose. Et il y a un deuxième bémol, en fait, aussi, que pour Alibaba. D'ailleurs, ce groupe, elle appartient à
une famille des musulmans chinois, et cette famille n'est pas proche au parti. Donc, bon, évidemment, c'est pas un pays démocratique, en fait, même si c'est un pays très capitalistique, mais pas démocratique. Donc, la proximité au parti, au Xi Jinping, c'est super important. Ils ont un concurrent qui s'appelle JD.com, qui s'en sort beaucoup mieux, et leurs dirigeants sont proches au parti. Donc, moi, j'achèterais peut-être plus JD.com aujourd'hui qu'Alibaba, mais JD.com, elle est plus chère de point de vue boursier, et Alibaba, elle est quand même les leaders, les plus gros, mais en tout cas, il y a quand même aussi un risque politique dans ce dossier, même interne, même pas uniquement par rapport à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais par rapport au positionnement Alibaba qui est un petit peu, on va dire, extérieur par rapport aux réalités politiques chinoises. Donc il faut faire pas mal attention à ça, parce que cette société peut facilement tomber en défaveur des autorités chinoises, et évidemment les autorités chinoises, ils ont du pouvoir, donc c'est pas un pays démocratique. Je pense pas ils sont quand même assez rationnels, les Chinois, ça c'est une bonne nouvelle, et je ne pense pas qu'ils vont faire en sorte que ces sociétés disparaissent, donc c'est pas vraiment c'est pas comme certains autres pays, on va pas les citer, mais en tout cas, ils peuvent avoir ces problèmes-là, ils peuvent voir se faire dépasser par ces concurrents qui sont plus proches au parti, ça m'étonnerait pas. Donc du coup, si vous décidez, je sais que vous vous intéressez aussi à Alibaba, parce que je reçois des questions dessus, mais si vous décidez finalement d'y investir, ne surexposez pas. Parce qu'en fait, ça peut être une bonne idée, ainsi qu'une idée qui cache des pièges, parce qu'en fait, si ça baissait, c'est une valeur volatile. Si le marché dit que c'est baissier, donc il y a bien une raison. Donc, moi, je trouve que déjà, moi, j'ai essayé de rentrer, mais je rentrais avec une position minuscule pour le moment. C'est juste l'histoire de suivre la valeur, mais pour l'instant, je ne vais pas renforcer, je vais regarder comment ça va se passer. Mais en tout cas, cette valeur, il y a une certaine fragilité, et c'est pas Amazon. Donc il ne faut pas la confondre avec l'Amazon, c'est pas du tout les mêmes risques en fait, c'est pour ça. Voilà, donc, moi finalement cette vidéo elle était un peu plus courte que moi j'avais peur, mais du coup, tout ce que je peux vous dire pour le mois suivant, je vais encore enregistrer des vidéos sur POA, sur les REITs. J'ai organisé la chaîne maintenant de façon suivante, que tous les dimanches matin, j'essaye de poster des vidéos qui sont les plus, on va dire, les plus populaires. Je pense que c'est l'heure le plus convenant pour pas mal des abonnés pour regarder mes vidéos. Donc les vidéos principales sont postées le dimanche matin à 9h. Puis je fais une vidéo de trading plus spéculatif le mardi. Et le jeudi, après ça dépend, ça peut changer légèrement les dates, parce que moi je suis très occupé, parfois je peux pas. Et le jeudi, j'essaie de poster une vidéo plus des formations sur différents ratios, sur des choses plus apprentissage. Voilà. Et donc c'est comme ça que je commence à arriver à peu près à une organisation assez structurée de la chaîne. Donc c'est comme ça que je transmets l'information vers vous. Et n'oubliez pas, encore une fois, j'ai dû le dire au début de la vidéo, c'est qu'il y a la page Facebook que vous voyez sur votre écran, dans la description également, où je poste beaucoup plus, je poste plus régulièrement les updates. Donc là maintenant, comme ça, vous voyez ce que j'ai fait pendant un mois, mais si vous voulez avoir une interaction plus interactive, désolé, c'est pas très joli. Mais en tout cas, vous avez compris. Vous voulez avoir une interaction plus dynamique. En fait, dans ce cas-là, inscrivez-vous à la page Facebook. Vous allez trouver plein d'infos. Je partage des articles que je trouve importants pour les tendances, les news sur les actions dont on discute sur la chaîne. Donc, je pense que ça vaut le coup, vraiment. Donc, c'est pas uniquement la pub que je fais, c'est un peu la pub quand même de la page Facebook aussi, mais pas que. Donc, je pense que c'est quelque chose vraiment qui peut avoir de la valeur. Voilà, et pour cette vidéo, c'est tout. On vit dans le meilleur des mondes, donc la prochaine vidéo sera déjà dans la nouvelle année, donc j'aurai encore l'occasion de vous souhaiter toutes mes meilleurs vœux. Mais en tout cas, pour ce week-end, passez un bon dimanche, je vous souhaite tout le meilleur, et mind the cash, à très bientôt, bye bye.